La jeune milliardaire était sur le point d'acheter un collier en or lorsqu'une petite fille sans abri demanda « Madame, combien d'assiettes de nourriture ça peut acheter ? Mes frères n'ont pas mangé depuis 2 jours. » Cette question la laissa sans voix. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Helena Harrington ne se souvenait plus de la dernière fois où elle avait ressenti quelque chose de réel en traversant le centre-ville animé. Les talons de ses chaussures de créateur claquaient contre le sol en marbre dans un rythme monotone qui résonnait comme le vide en elle. À 30 ans, elle était propriétaire d'un empire de la mode hérité de son père, et pourtant, rien ne semblait combler l'espace qui grandissait en elle jour après jour. « Mademoiselle Harrington, voudriez-vous essayer celui-ci aussi ?» sourit la vendeuse en lui tendant un autre collier en or. Helena acquiesça sans grand enthousiasme. Sa garde-robe était déjà pleine de bijoux hors de prix, de sacs et de chaussures de marque qu'elle ne portait qu'une fois. Mais acheter quelque chose de nouveau lui offrait toujours quelques minutes de distraction. Celui-ci est unique, une pièce en édition limitée, en or massif, avec des détails faits à la main, expliqua la vendeuse pendant qu'Helena observait le reflet du collier sur son cou dans le miroir. « Je le prends », dit-elle automatiquement, sans même demander le prix. Elle ne demandait jamais. Les chiffres n'avaient pas d'importance quand son compte en banque semblait inépuisable. La transaction fut rapide, un coup de carte de crédit noir, une signature élégante, et elle accepta l'emballage raffiné. Un objet de plus dans sa collection de tentatives ratées pour ressentir quelque chose. En sortant du magasin, le soleil de l'après-midi illuminait l'avenue principale. Helena ajusta ses lunettes de soleil et serra le sac contenant son dernier achat, $20 000 enfermé dans un sac en papier décoratif. De l'argent dépensé sans y réfléchir. C'est alors qu'elle sentit une petite main tirer sur sa jupe de soie. « Madame ?» Helena baissa les yeux et vit une petite fille aux cheveux bruns emmêlés, portant une simple robe avec quelques taches et des yeux immenses, expressifs, qui semblaient bien plus vieux que son petit corps. « Madame ?» répéta la fillette en montrant le sac dans la main d'Helena. « Combien d'assiettes de nourriture ça peut acheter ?» Helena cligna des yeux, perplexe. La question était simple mais pesait soudain comme un énorme fardeau sur ses épaules. « Quoi, qu'est-ce qu'il y a dans ce sac ?» reprit la fillette naturellement. « Combien de nourriture peut-on acheter avec ça ?» Pour la première fois depuis longtemps, Helena ressentit quelque chose de différent. Ce n'était pas la satisfaction éphémère d'un achat coûteux, ni le plaisir momentané d'un compliment vide. C'était de la gêne, un profond malaise qui la déstabilisa. « Eh bien ?» balbutia Helena, réalisant qu'elle n'y avait jamais pensé. « Beaucoup, je suppose. » La fillette hocha la tête comme si elle tentait de résoudre un problème de mathématiques compliqué. « Je m'appelle Sophie, » dit-elle en tendant une petite main sale. « J'ai 6 ans. » Helena hésita avant de serrer la main de l'enfant. « Moi, c'est Helena. »« Tu as l'air triste, » observa Sophie en penchant la tête. La candeur de l'enfant laissa Helena sans voix. « Je ne suis pas triste, » répondit-elle automatiquement. « Je suis juste occupée. » Sophie haussa les épaules. « Ma maman disait ça aussi. » Quelque chose dans l'emploi du passé attira l'attention d'Helena. « Elle est où, ta maman, Sophie ?» La fillette baissa les yeux vers ses chaussures usées. « Elle est partie. »« Tu es avec qui, maintenant ?» Sophie montra une ruelle voisine. « Avec mes frères. Ben a 4 ans et Oliver en a 3. Je m'occupe d'eux. » Helena sentit son estomac se nouer. Une enfant de 6 ans prenant soin de 2 frères plus jeunes. Elle regarda dans la direction que montrait Sophie et aperçut, partiellement cachés derrière une benne à ordures, 2 petits garçons qui les observaient attentivement. « Vous habitez dans le coin ?» Sophie haussa encore les épaules, un geste qui semblait bien trop adulte pour sa taille. « On reste où on peut. Aujourd'hui, c'est ici. » Helena déglutit péniblement. La vie qu'elle menait, ses tracas, se demander quel sac s'accorderait avec quelles chaussures ou quel restaurant était à la mode, tout lui parut soudain tellement futile. « Est-ce que vous avez mangé aujourd'hui ?» La fillette secoua la tête. « Hier, on a trouvé la moitié d'un bon sandwich dans la poubelle d'un resto, mais aujourd'hui, rien. » Le sac dans la main d'Helena se mit à lui peser comme une enclume. « $20 000. Combien de nourriture cela pouvait-il acheter ? Des vêtements ? Un endroit sûr pour ses 3 enfants ? Sophie, est-ce que tu voudrais dîner avec moi ? Toi et tes frères ? » Les yeux de la fillette s'illuminèrent, mais elle eut vite un regard méfiant. « On ne peut pas aller avec des inconnus. » Bien sûr, acquiesça Helena, impressionnée par la prudence de l'enfant. « Et si on mangeait juste là, au restaurant ?
tu pourrais me surveiller tout le temps. Si à un moment tu ne te sens pas à l'aise, vous partez. Sophie considéra la proposition un instant, le poids de la responsabilité sur ses frêles épaules. D'accord. Je vais les chercher. Elena la regarda courir vers ses frères. L'aîné, Ben, avait l'air méfiant, alors que le plus jeune, Oliver, souriait déjà. Après une brève conversation, tous trois revinrent vers Elena. Ben se cacha partiellement derrière sa sœur, tandis qu'Oliver fixait Elena avec des yeux curieux et la bouche légèrement ouverte. « T'es une princesse ?» demanda Oliver en montrant la robe élégante d'Elena. Elle sourit, ressentant quelque chose de nouveau au fond de sa poitrine. « Non, je suis juste une personne normale. »« Mais t'as des beaux habits » insista le garçon. « Merci » répondit Elena, se rendant compte qu'elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle avait remercié quelqu'un pour un compliment sincère. « Je connais un bon endroit pas loin. Ils font d'énormes burgers. » Le visage des enfants s'illumina à l'évocation de burgers, même Ben qui sembla soudain moins méfiant. Elena les emmena dans un restaurant familial à quelques pâtés de maison, se sentant étrangement nerveuse. Comment expliquer la présence de 3 enfants sans abri dans un lieu chic au maître d'hôtel? À sa grande surprise, on les installa sans difficulté. Peut-être était-ce son nom de famille ou la carte de crédit noire qu'elle avait utilisée pour réserver une table privée, ou simplement l'univers qui facilitait son premier élan d'altruisme spontané depuis des années. « Commandez ce que vous voulez », dit Elena en observant les enfants parcourir le menu avec émerveillement. « Y a des images », murmura Oliver en traçant du doigt l'illustration colorée d'un milkshake. « On sait pas trop lire », expliqua Sophie. « Je ne connais que quelques lettres, c'est maman qui me les a apprises. » Elena ressentit un pincement au cœur. « Je peux vous lire les plats si vous voulez. » Elle passa les minutes suivantes à leur décrire chaque plat, observant les yeux des enfants s'écarquiller devant tant de possibilités. Quand le serveur arriva, ils commandèrent des cheeseburgers, des frites et des milkshakes. « C'est un rêve », demanda Ben doucement, pour la première fois depuis qu'ils étaient ensemble. Sa voix était si basse qu'Elena l'entendit à peine. « C'est pas un rêve », le rassura Sophie. « Mademoiselle Elena nous donne à manger aujourd'hui. » La simplicité de la phrase « nous donne à manger » fit réfléchir Elena à toutes les fois où elle avait gaspillé des repas, laissé des assiettes à peine touchées dans de grands restaurants parce qu'elle était distraite ou n'avait pas faim. Lorsque la nourriture arriva, Elena fut témoin d'une scène qu'elle n'oublierait jamais, la façon dont les 3 enfants regardaient leurs assiettes comme s'ils contenaient des trésors. Sophie disposa soigneusement les serviettes pour ses frères, découpa le burger du plus petit en morceaux et veilla à ce qu'il ne mange pas trop vite. « Si tu manges trop vite, tu peux tomber malade », expliqua-t-elle à Elena avec le sérieux d'une mère aguerrie. « Tu prends bien soin d'eux », commenta Elena, observant la dynamique entre les frères et sœurs. Sophie haussa les épaules, mais cette fois Elena remarqua le poids de ce geste, le poids des responsabilités qui pesaient sur une fillette de 6 ans. « Il faut bien que quelqu'un le fasse », répondit-elle simplement. Entre 2 bouchées de burger et des gorgées de milkshake, l'histoire des enfants se dévoila peu à peu. Leur père était parti quand Oliver n'était qu'un bébé. Leur mère avait eu du mal à les élever seuls, cumulant 2 emplois, mais la vie se compliquait de plus en plus. Un jour, elle avait dit qu'elle partait faire des courses et qu'elle reviendrait vite. Mais elle n'est jamais revenue, raconta Sophie en jouant avec une frite. Elena ravala sa salive. C'était il y a combien de temps? Sophie leva les yeux vers le plafond comme si elle essayait de s'en souvenir. Beaucoup de jours, plus que sur mes doigts. Et où est-ce que vous viviez? Dans la chambre qu'on partageait avec une autre famille. Mais ensuite, la propriétaire a dit qu'on ne pouvait plus rester si on ne payait pas, alors on est parti. La simplicité avec laquelle Sophie expliquait leur situation, sans drame ni apitoiement, en énonçant seulement les faits, suscita chez Elena une immense admiration pour la fillette. Pendant ce temps, Ben et Oliver mangeaient en silence, échangeant parfois des sourires complices comme s'ils vivaient une aventure secrète. « Comment vous survivez ?» demanda finalement Elena, pesant ses mots. « Parfois on demande de la nourriture, » répondit Sophie, « ou on cherche dans les poubelles des restaurants. Des gens nous donnent de l'argent, mais la plupart font semblant de ne pas nous voir. » Elle but une gorgée de son milkshake. « La nuit, on dort là où il n'y a pas trop de monde. Je laisse les garçons s'endormir d'abord, et je reste un peu éveillée pour surveiller. » Elena essaya d'imaginer cette toute petite fille protégeant ses frères pendant la nuit, luttant contre le sommeil, guettant le moindre danger. L'image lui serra le cœur. « Vous n'avez pas de famille? Personne pour vous aider ?» Sophie secoua la tête. « Maman disait que c'était juste nous 4 dans le monde. Maintenant, on est plus que 3. »
Le dîner se poursuivit tandis qu'Elena observait les enfants engloutir chaque miette, comme s'ils ignoraient quand aurait lieu leur prochain repas. Une fois terminé, Oliver avait de la sauce de burger jusqu'aux oreilles et Ben semblait rassasié pour la première fois. « Merci pour la nourriture », dit Sophie formellement, comme si elle récitait une phrase répétée maintes fois. « C'était très gentil de votre part. » Elena sourit, la gorge serrée. L'idée de laisser ses enfants retourner dans une ruelle, en quête d'un endroit sûr pour la nuit, lui semblait insupportable. « Où allez-vous maintenant » demanda-t-elle, tâchant de paraître détachée. Sophie jeta un coup d'œil par la fenêtre du restaurant, où le ciel commençait à s'assombrir. « On va trouver un endroit où dormir. Il y a un parc pas loin, avec des toboggans en tube, tu sais? On se cache dedans. » Elena pensa à son immense pentouse sur 3 étages, ses chambres d'amis toujours vides et son réfrigérateur toujours plein, dont la nourriture finissait souvent à la poubelle faute d'y avoir touché. « Et si » commença-t-elle, incertaine quant à la manière de formuler sa proposition. « Et si vous veniez chez moi ce soir? Juste pour prendre une douche et dormir dans un vrai lit? Demain, on verra quoi faire. » Les 3 enfants échangèrent des regards. Ce fut Ben qui formula la crainte, « Comment on sait que t'es pas méchante ?» La question était légitime. Elena chercha comment répondre. « Je ne peux pas te prouver que je ne suis pas méchante, » admit-elle honnêtement. « Mais je promets que vous aurez une chambre pour vous, avec une porte que vous pouvez fermer à clé si vous voulez. Et demain, si vous voulez partir, je vous ramènerai où vous voudrez. » Sophie fixa le visage d'Elena quelques secondes, comme si elle cherchait un signe de tromperie. Elle semblait faire un calcul interne, pesant les risques et les avantages avec une maturité effrayante pour son âge. « D'accord, décida-t-elle enfin. Mais on reste ensemble tout le temps. » Marché conclu, acquiesça Elena. En sortant du restaurant, Elena sentit le poids du sac dans sa main. Le collier en or semblait désormais appartenir à un autre monde, à une vie qui tout à coup lui paraissait très lointaine. Sophie prit la main d'Oliver, lui-même tenant celle de Ben, formant une petite chaîne humaine. Elena marcha à côté d'eux jusqu'à ce qu'ils trouvent un taxi. Le chauffeur les regarda avec méfiance à la vue des enfants sales, mais un seul regard ferme d'Elena suffit à faire taire toute remarque. Pendant le trajet, Elena observa les 3 enfants fascinés par les lumières de la ville qui défilaient par la fenêtre, désignant les bâtiments et les enseignes au néon. Oliver s'assoupit, sa tête dodelinant jusqu'à ce que Sophie la cale contre son épaule. Pour la première fois depuis des années, Elena sentit son cœur battre pour autre chose que l'anxiété ou l'ennui. C'était de la peur, mêlée à une étrange certitude qu'elle ne pouvait pas simplement rendre ses enfants à la rue. La question innocente de Sophie, « Combien d'assiettes de nourriture ça peut acheter ?» avait fait s'écrouler quelque chose en elle, un mur qu'elle avait bâti pour se protéger de la réalité au-delà de sa bulle privilégiée. Quand le taxi s'arrêta devant son immeuble, Elena regarda Sophie, qui restait sur ses gardes malgré la fatigue évidente. « On est arrivé », dit Elena doucement, « on entre. » À cet instant, elle sentit que sa vie ne serait plus jamais la même. L'ascenseur privé s'ouvrit directement dans l'appartement d'Elena, révélant un espace qui laissa les 3 enfants bouche bée. Le sol en marbre brillait sous un éclairage tamisé, et de grandes baies vitrées montraient les lumières de la ville en contrebas, telle une mer d'étoiles à portée de main. « Tu vis ici » demanda Ben d'une voix presque religieuse. Elena hocha la tête, observant son propre appartement à travers les yeux des enfants. Elle remarqua soudain ce qui ne l'avait jamais frappé auparavant, l'immensité vide, le manque de couleurs vives, l'absence de toute trace de vie au-delà des arrangements floraux artificiels savamment disposés. « C'est vraiment grand », commenta Sophie en serrant fort la main d'Oliver, qui, lui, contemplait le plafond haut, émerveillé. « Trop grand », répondit Elena, se rendant compte pour la première fois qu'elle le disait à voix haute. « Venez, je vais vous montrer où vous pouvez dormir. » Les enfants la suivirent dans le large couloir, leurs petits pas résonnant dans le silence. Elena n'avait jamais remarqué à quel point son chez-soi était silencieux. Pas de télévision, pas de musique, pas de voix, juste le léger bourdonnement de la climatisation centrale. « Il y a 3 chambres d'amis ici », expliqua-t-elle en ouvrant la première porte. « Vous pouvez choisir de rester ensemble ou d'avoir chacun la vôtre. »« Ensemble », répondit immédiatement Sophie, serrant la main de ses frères. « On reste toujours ensemble. » Elena remarqua la peur dans le regard de la fillette, la peur d'être séparée de ses frères, peut-être plus grande que la peur de la faim ou du froid. « Bien sûr, pas de problème. Il y a un lit king size, je pense que ça suffira pour vous 3. » Les enfants entrèrent. Comme le reste de l'appartement, la décoration était neutre blanc, beige, gris.
Un grand lit dominait la pièce, recouvert de draps en coton égyptien parfaitement tendus. Oliver courut et sauta sur le lit en riant, s'enfonçant dans le matelas moelleux. Ben le rejoignit plus prudemment, touchant les draps comme s'ils étaient précieux. « J'ai jamais vu un lit aussi grand », remarqua-t-il, un rare sourire éclairant son visage. Sophie resta sur le seuil, examinant chaque recoin de la chambre, toujours sur le qui-vive. « Il y a une salle de bain ici », indiqua Helena en pointant la porte adjacente. « On peut vous donner un bain avant de dormir. Demain, on ira vous acheter des vêtements propres. » « Pourquoi t'as autant de chambres si tu vis toute seule ?» demanda Sophie, avec toute la franchise d'un enfant. Encore une fois, la question désarçonna Helena. « J'imagine que c'est parce que j'en ai les moyens. Mais tu as raison, c'est un gaspillage. Y a pas d'autres gens ici? Pas de frère ou de papa ou de maman? » Le cœur d'Helena se serra. « Ma mère est morte quand j'étais jeune. Mon père habite dans une autre ville, occupé par les affaires familiales. Donc t'es toute seule, toi aussi, » conclut Sophie, plus comme une évidence qu'une question. Helena sentit quelque chose se serrer dans sa gorge. « Je suppose que oui. » Un silence s'installa, seulement interrompu par les éclats de rire d'Oliver qui rebondissait sur le lit, et par Ben qui tentait de le calmer. « Allons leur donner un bain » proposa Helena pour changer de sujet. « Ils doivent être fatigués. » Donner un vrai bain à 3 enfants qui n'en avaient sans doute pas pris depuis des jours fut une expérience totalement inédite pour Helena. Elle remplit la grande baignoire de la salle de bain d'invités, vérifiant plusieurs fois la température pour qu'elle soit parfaite, et trouva des savons parfumés à la vanille provenant d'un séjour de luxe à l'hôtel. Oliver passa en premier, riant et éclaboussant partout, tandis qu'Helena essayait de le maintenir assez longtemps pour lui laver les cheveux. Ben, plus réservé, eut les yeux qui pétillaient lorsqu'Helena lui tendit un canard en caoutchouc trouvé dans un tiroir oublié, sans doute un objet promotionnel jamais utilisé. Sophie passa en dernier, insistant pour se laver toute seule. Helena respecta son espace, ne l'aidant qu'à rincer sa longue chevelure emmêlée. « Demain, on pourra la démêler correctement », promit Helena en enveloppant la fillette dans une grande serviette moelleuse. N'ayant pas de vêtements propres à leur donner, Helena improvisa avec quelques-uns de ses t-shirts, qui ressemblaient à d'énormes chemises de nuit pour les enfants. Oliver se mit à tournoyer en riant devant la façon dont le tissu tournoyait autour de lui. « On dirait un fantôme », s'exclama-t-il, en s'amusant de la chemise blanche qui flottait. « Les fantômes, ça existe pas, » dit Ben sérieusement, même si un petit sourire étirait ses lèvres. Helena les regarda s'installer dans le grand lit. Bien qu'ils fussent épuisés, leurs yeux reflétaient encore un mélange d'émerveillement et de prudence. « Ça va aller ici ?» demanda Helena. « Je peux laisser la lumière de la salle de bain allumée et la porte ouverte. » Sophie hocha la tête. « Ça ira. » Mais elle hésita. « Tu vas pas partir, hein ?» La question bouleversa Helena. Cet enfant, déjà abandonné, craignait que cela se reproduise. « Je ne vais nulle part », promit-elle en ressentant la sincérité de ses propres mots. « C'est mon appartement. Je serai dans la chambre au fond du couloir. Si vous avez besoin de moi pendant la nuit, vous pouvez venir. »« Y aura à manger demain ?» demanda Ben d'une voix ensommeillée. Helena sourit. « Bien sûr. Vous pourrez choisir ce que vous voulez pour le petit déjeuner. » Elle les borda, un geste qu'elle n'avait jamais fait auparavant, et pourtant, cela lui sembla naturel, presque agréable. « Bonne nuit, dit-elle doucement. »« Bonne nuit, Helena, » répondit Sophie, déjà en train de caler Oliver et Ben contre elle avec un instinct protecteur qui fit mal au cœur d'Helena. Laissant la porte entr'ouverte comme promis, Helena se dirigea lentement vers sa propre chambre, habillée comme elle l'était. Le silence de l'appartement lui parut différent cette fois. Non pas un vide, mais un calme doux, abritant 3 enfants épuisés dans un sommeil paisible. Elle s'assit au bord de son lit, toujours vêtue de sa robe, et remarqua pour la première fois à quel point cet espace était immense et solitaire. Combien de nuits avait-elle passé ici, seule, sans jamais s'apercevoir du vide qui l'entourait? Combien de temps avait-elle perdu à accumuler des choses qui n'occupaient aucune place en elle? Cette nuit-là, Helena s'endormit tout habillée, la porte de sa chambre ouverte, prête à répondre au moindre appel des enfants. Le son de pleurs la réveilla d'un sommeil profond. Un instant, elle fut désorientée, ne sachant pas d'où ils provenaient. Puis les souvenirs de la veille lui revinrent, 3 enfants, son appartement, une décision impulsive. Elle se leva rapidement et se précipita dans la chambre d'amis. Oliver était assis sur le lit en pleurs, tandis que Sophie tentait de le calmer. Ben dormait encore, comme si les pleurs de son frère lui étaient familiers. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Helena en entrant.
Sophie la regarda, surprise par la rapidité avec laquelle elle était arrivée. Il a fait un cauchemar, ça lui arrive parfois. Elena s'assit sur le bord du lit. Oliver, ça va aller. Tu es en sécurité ici. Le petit la regarda, les yeux remplis de larmes. J'ai rêvé qu'il faisait tout noir, encore. Sanglota-t-il. Il ne fait pas noir ici, le rassura Elena en allumant la lampe de chevet. Tu vois, il y a de la lumière. Oliver renifla en regardant la pièce éclairée, et ses pleurs s'apaisèrent peu à peu. Il est quelle heure? Demanda Sophie en se frottant les yeux. Elena consulta l'horloge au mur. Il est 6h30 du matin. C'est tard, remarqua Sophie, comme si elle avait l'habitude de se lever bien plus tôt. On se réveille quand le soleil se lève, dans la rue. C'est plus sûr pour chercher à manger avant tout le monde. La simplicité de sa stratégie de survie bouleversa encore Elena, qui ressentit à la fois de l'admiration et de la tristesse. Ici, vous pouvez dormir tant que vous voulez, dit-elle. Mais puisqu'on est déjà debout, ça vous dirait un petit déjeuner? Oliver cessa aussitôt de pleurer à l'évocation de la nourriture. Y a des céréales? On va voir ce qu'on a, répondit Elena, consciente qu'elle ne mangeait presque jamais chez elle et ne savait pas trop ce que contenait sa cuisine. Ben se réveilla à son tour en entendant la conversation. Il s'assit et regarda autour de lui, comme pour se souvenir de l'endroit où il était. « Bonjour », dit Elena doucement. Il la fixa quelques secondes avant de répondre d'une voix timide, « Bonjour ». Les quatre se rendirent dans la cuisine, un grand espace au plan de travail en marbre et aux appareils en acier inoxydable qu'Elena utilisait rarement. Elle ouvrit le réfrigérateur, à peine garni, quelques bouteilles d'eau, une bouteille de champagne, des yaourts. « Je ne mange pas souvent ici », s'excusa-t-elle presque, gênée par ce manque d'aliments. « Mais on a du lait, et je crois qu'il y a des céréales dans le placard. » Sophie aida Elena à tout trouver, indiquant à ses frères de s'asseoir sur les hauts tabourets autour de l'îlot. La fillette semblait avoir un sens de l'organisation bien rodé, même dans un lieu inconnu. Elena trouva une boîte de céréales, du lait et quelques bananes encore bonnes. Ce n'était pas un festin, mais les enfants semblaient ravis. « Je peux verser le lait ?» demanda Ben avec un enthousiasme naissant. « Bien sûr », répondit Elena en lui tendant la brique. Ce qui se produisit ensuite sembla au ralenti. Ben tenta de verser le lait dans son bol, mais le carton était trop lourd pour ses mains menues, il glissa et le lait se répandit partout, sur le comptoir en marbre et jusqu'au sol. Un silence tendu s'installa. Ben se figea, les yeux grands ouverts, fixant la flaque de lait qui coulait encore. « Je suis désolé » murmura-t-il, la peur dans la voix. « Je suis désolé, je suis désolé. » Elena vit Sophie se raidir, se rapprochant de ses frères comme pour les protéger. « Ce n'est pas grave, » dit rapidement Elena en attrapant un torchon. « Ce n'est qu'un accident. » Ben resta figé, comme s'il attendait une punition. La façon dont lui et ses frères réagissaient laissa Elena deviner comment les gens devaient habituellement répondre à leur maladresse. « Vraiment, c'est pas un problème, » insista-t-elle en essuyant le comptoir. « On a encore du lait au frigo. » Peu à peu, la tension se dissipa. Ben se détendit un peu, même s'il avait toujours l'air gêné. Sophie aida à nettoyer, allant chercher plus de torchons dans le tiroir qu'Elena lui indiqua. « Je n'avais jamais nettoyé ce plan de travail moi-même », plaisanta Elena pour détendre l'atmosphère. Je crois qu'il se sentait un peu délaissé. Oliver éclata de rire, et même Ben esquissa un petit sourire. Le reste du petit déjeuner se passa sans incident. Elena observa Sophie qui veillait à tout organiser, faisant en sorte que ses frères mangent doucement et ne fassent pas trop de désordre. Une enfant s'occupant d'enfants, portant un poids qui n'aurait jamais dû être le sien. « Qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui ?» demanda Elena quand ils eurent fini de manger. Les trois enfants s'entre-regardèrent comme si la question les surprenait. « Faire ?» répéta Sophie. « Oui, on peut sortir vous acheter des vêtements, ou rester ici pour regarder la télé, si vous préférez. »« Y a une télé ?» s'enthousiasma Ben, oubliant un instant sa timidité. Elena sourit. « Oui, j'en ai une, et elle est assez grande, dans le salon. » On regardait parfois la télé par la vitrine des magasins, expliqua Sophie. Mais ça fait longtemps. La simplicité des souhaits des enfants toucha profondément Elena. Des choses qu'elle tenait pour acquises, une télévision, un repas chaud, un bain, étaient pour eux de rares privilèges. On peut faire les deux, décida-t-elle. On va d'abord vous acheter des vêtements, puis on reviendra regarder des films. Ça vous va? On peut vraiment choisir nos habits? Demanda Sophie, incertaine. Absolument, vous choisirez tout ce que vous voulez.
Le reste de la matinée fut un tourbillon joyeusement chaotique. Elena se rendit compte qu'elle n'avait aucune idée de la façon d'habiller 3 enfants qui ne possédaient que ces t-shirts trop grands pour sortir. Après quelques ajustements de fortune, nouer le tissu pour qu'il ne traîne pas par terre, ce qui fit rire Oliver, ils se rendirent au centre commercial. Elena les conduisit directement dans une boutique de vêtements pour enfants de marque. La vendeuse cacha tant bien que mal sa surprise en voyant 3 petits en t-shirts informes, mais comprit vite qu'ils étaient accompagnés d'une femme manifestement aisée. « Il nous faut des tenues complètes pour tous les 3, expliqua Elena. Des sous-vêtements aux chaussures. Les 2 heures qui suivirent furent surréalistes. Sophie, d'abord hésitante, commença doucement à indiquer les vêtements qui lui plaisaient. Ben fut fasciné par un t-shirt de super-héros, tandis qu'Oliver voulait tout en bleu. Elena les laissa choisir librement, n'offrant son avis que lorsqu'on le lui demandait. Elle les observa briller un peu plus à chaque pièce, comme s'il assistait à un petit miracle. « Cette robe va bien avec tes yeux, » dit-elle à Sophie, qui tourna sur elle-même devant le miroir, caressant le tissu doux avec révérence. « J'ai jamais eu de robe neuve, » confessa la fillette. « Seulement des robes d'occasion que maman avait trouvées quelque part. » La mention de sa mère créa un instant de flottement. Elena se demanda ce qui lui était réellement arrivé. S'était-elle vraiment enfuie, incapable de faire face? Ou quelque chose de pire lui était-il arrivé? « Tu crois qu'elle va revenir ?» demanda soudain Sophie, toujours face au miroir. Elena ne sut quoi répondre. Elle ne voulait ni donner de faux espoirs, ni anéantir la foi de la fillette. « Je ne sais pas, Sophie, » répondit-elle honnêtement. « Mais jusqu'à ce moment-là, tu n'es plus toute seule. » Sophie hocha la tête, acceptant la réponse. Il y avait dans son regard une maturité qui serra le cœur d'Elena, laissant deviner combien de déceptions cette petite âme avait déjà vécues. Après avoir acheté non seulement des vêtements, mais aussi des brosses à dents, des produits d'hygiène, quelques jouets simples et des livres de coloriage, ils rentrèrent à l'appartement, les bras chargés de sacs. Désormais habillés de neuf, les enfants étaient méconnaissables, non seulement plus propres et mieux habillés, mais aussi plus légers, comme si une partie du fardeau qu'ils portaient avait été momentanément soulagée. De retour à l'appartement, Elena leur prépara des sandwichs pour le déjeuner, une tâche simple qu'elle ne faisait presque jamais pour elle-même, puis alluma la gigantesque télévision du salon. « Quel film vous aimeriez regarder ?» demanda-t-elle en parcourant le catalogue d'une plateforme de streaming. « Y en a un avec des dinosaures ?» demanda Ben, les yeux pétillants. « J'en ai plusieurs, » répondit Elena en sélectionnant un film d'animation. « Celui-ci est parfait pour les enfants. » Ils s'installèrent tous les 4 sur le grand canapé du salon. Sans hésiter, Oliver grimpa sur les genoux d'Elena, comme si c'était naturel. La sensation du petit corps se blottissant contre elle avec tant de confiance la surprit et fit naître une émotion qu'elle n'arrivait pas à nommer. Ben s'assit à côté, gardant une petite distance, mais assez près pour qu'Elena sente sa présence. Sophie s'installa de l'autre côté, les observant de son regard perçant, comme si elle avait encore du mal à y croire. Pendant que le film commençait, Elena jeta un coup d'œil aux 3 enfants qui avaient littéralement envahi son espace et sa vie en une nuit à peine. Son appartement, autrefois vide et froid, était maintenant rempli de quelque chose de nouveau, pas seulement la présence d'autres personnes, mais un sentiment qu'elle avait oublié depuis longtemps. Au fil de l'histoire, Elena observa les réactions des enfants, Ben, captivé par les dinosaures, Oliver éclatant de rire à chaque scène comique, et Sophie se détendant peu à peu, permettant à un sourire de fleurir sur son visage. À un moment donné, Sophie regarda Elena et chuchota. « Merci. » Un mot simple qui renfermait tout ce qu'ils avaient vécu, et la gratitude sincère pour ce moment de normalité. « De rien, » répondit Elena, songeant qu'en réalité, c'était plutôt eux qui lui apportaient quelque chose dont elle ignorait jusque-là avoir besoin. Lorsque le film se termina, Elena proposa d'aider Sophie à se coiffer, sa chevelure désormais propre mais encore pleine de nœuds. Doucement, elle passa le peigne, veillant à ne pas lui faire mal. « Maman faisait ça aussi », commenta Sophie en fermant les yeux. « Avant qu'on soit à la rue. » « Elle devait être une bonne maman, » répondit Elena. « Elle l'était, » confirma Sophie. « C'est juste qu'à la fin, elle était très fatiguée et très triste. » En démêlant les cheveux de Sophie, Elena lança de temps à autre un « coucou » à Oliver, qui jouait à cache-cache derrière les rideaux, ses pieds dépassant, tandis que Ben feuilletait un livre de photos trouvé sur une étagère du salon. Il ne savait pas très bien lire, mais il était fasciné par les images de lieux lointains. C'est à ce moment-là qu'Elena réalisa à quel point elle changeait. Le vide qui l'accompagnait depuis si longtemps se comblait de quelque chose de chaotique, de terrifiant et d'imprévisible, mais qui, indéniablement, paraissait juste.
Alors que l'après-midi avançait, Elena se retrouva à faire des choses qu'elle n'aurait jamais imaginées. Inventer des jeux aux règles changeantes, écouter Ben raconter des histoires improvisées de dinosaures volants et de chiens en glace, répondre aux questions interminables d'Oliver sur le fonctionnement des lampes au plafond. C'était épuisant, déroutant, complètement hors de sa zone de confort, et pourtant, elle ne se souvenait pas de la dernière fois qu'elle s'était sentie aussi vivante. Quand le soleil commença à décliner, inondant l'appartement de rayons dorés à travers les grandes baies vitrées, Elena observa le salon autrefois immaculé. La pièce était désormais jonchée de coussins, de nouveaux jouets éparpillés au hasard et de 3 enfants qui avaient bouleversé son monde en moins de 24 heures. Sophie croisa son regard depuis l'autre côté de la pièce, l'espace d'un instant, elles partagèrent une compréhension silencieuse. Toutes deux naviguaient en territoire inconnu, cherchant chacune ce qu'il convenait de faire ensuite. Elna n'avait aucune réponse, elle ignorait ce que demain lui réservait ou ce qu'elle devrait faire à long terme. Tout ce qu'elle savait, c'est que, pour la première fois de sa vie, son domicile ne lui semblait plus vide. La 3e nuit avec les enfants, Elna ne parvint pas à trouver le sommeil. Elle s'assit sur le balcon de sa chambre, contemplant les lumières de la ville tandis que son esprit fourmillait de pensées contradictoires. 3 jours plus tôt, sa vie était parfaitement prévisible. Travail, événements mondains sans chaleur, achats impulsifs, nuits solitaires. À présent, son appartement était encombré de petites chaussettes qui traînaient par terre, d'éclats de rire qui résonnaient dans le couloir, et de 3 paires d'yeux qui la regardaient avec un mélange de gratitude et de méfiance. « Qu'est-ce que je fais » murmura-t-elle pour elle-même. La question la hantait depuis qu'elle avait ramené les enfants chez elle. Au départ, cela semblait être une solution temporaire, les tirer de la rue pour une seule nuit. Mais une nuit s'était transformée en 2, puis en 3, et elle n'a commencé à réaliser qu'il n'existait aucun plan clair. Devait-elle contacter les autorités? Trouver des parents ou de la famille? Les conduire dans un foyer d'accueil? Cette dernière possibilité lui nouait l'estomac. Elle s'était rendue une fois dans un foyer lors d'une action caritative organisée par sa société, et elle se souvenait de l'ambiance institutionnelle, des regards vides des enfants, des dortoirs aux multiples lits. C'était certes mieux que la rue, mais Sophie, Ben et Oliver y seraient probablement séparés en fonction de leur âge et de leur sexe. L'idée de séparer la fratrie, après tout ce qu'ils avaient traversé, lui paraissait trop cruelle. Son téléphone vibra sur la table à côté d'elle, interrompant le fil de ses pensées. Voyant le nom de son père s'afficher, elle hésita avant de décrocher. Elle ne lui avait pas parlé depuis l'arrivée des enfants. « Allô, papa? Elna ?» La voix de Richard Harrington était toujours formelle, même avec sa propre fille. « J'ai reçu un appel intéressant de ton assistante aujourd'hui. Apparemment, tu as annulé 3 réunions importantes cette semaine sans donner d'explication. » Elna soupira. Elle avait complètement oublié ses rendez-vous et ses responsabilités professionnelles, qui lui avaient semblé si essentielles quelques jours plus tôt. « J'ai eu des circonstances imprévues, répondit-elle vaguement. Quel genre de circonstances imprévues justifient d'abandonner tes obligations envers l'entreprise? Elna hésita. Son père n'était pas reconnu pour sa compassion ou sa souplesse. J'aide des enfants, finit-elle par dire. Un bref silence suivit, de l'autre côté de la ligne. Des enfants? S'étonna Richard. Quels enfants? 3 frères et sœurs, Sophie, Ben et Oliver. Ils vivaient dans la rue, papa. L'aîné n'a que 6 ans. Et où sont-ils en ce moment? Ici, dans mon appartement. Un autre silence, plus long cette fois. Tu as recueilli des enfants sans domicile chez toi? Son ton était incrédule. Tu as perdu la tête, Elna? Tu te rends compte des problèmes que cela pourrait engendrer? C'est du rapt de mineurs. Je n'ai enlevé personne, rétorqua Elna, agacée. Ils étaient abandonnés et affamés, personne ne s'occupait d'eux. Alors conduis-les dans un foyer. Il y a des structures, des institutions pour gérer ces situations. On ne ramasse pas des gamins dans la rue comme des animaux errants. Ces propos la frappèrent comme une gifle, d'autant plus qu'ils faisaient écho à ses propres doutes et qu'ils illustraient l'immensité du fossé qui les séparait. Ce ne sont pas des animaux, répliqua-t-elle en maintenant sa voix basse pour ne pas réveiller les enfants dans la pièce voisine. Ce sont 3 enfants qui ont tout perdu et qui essaient seulement de survivre ensemble. Le ton de son père s'adoucit légèrement, adoptant cette note condescendante qu'elle détestait. Je comprends que tu veuilles aider, mais tu agis de manière impulsive, comme toujours. Il y a des procédures légales, des questions de garde. Tu pourrais même être accusé d'enlèvement. Je sais qu'il y a des complications. Plus que des complications, des risques inutiles. Amène ces enfants aux autorités compétentes demain, retourne travailler et reprends ta vie.
Elna ferma les yeux, ressentant le poids de la décision qu'elle devait prendre. Son père avait raison quant au risque juridique, elle n'avait aucun droit sur ses enfants. Techniquement, elle hébergeait 3 mineurs sans autorisation. Je vais y réfléchir, répondit-elle finalement. Il n'y a rien à réfléchir. C'est la seule solution sensée. Richard marqua une pause. Ta mère a toujours dit que tu avais le cœur trop tendre. C'est admirable dans certaines circonstances, mais pas quand cela entre en conflit avec le bon sens. La mention de sa mère, chose rare venant de lui, fit monter un nœud dans la gorge d'Elna. Bonne nuit, papa, dit-elle, mettant fin à l'appel avant qu'il ne continue. Elle reposa son téléphone et se leva, se rendant à pas feutrés devant la chambre où dormaient les enfants. La porte était entr'ouverte, comme toujours, et une petite lampe de chevet éclairait doucement la scène. Sophie était assise sur le grand lit, un livre pour enfants ouvert sur ses genoux. Oliver dormait profondément, la tête reposant sur ses jambes. Ben était allongé à côté d'eux, luttant contre le sommeil pendant que Sophie lisait à voix basse, improvisant une histoire en fonction des images puisqu'elle ne savait pas encore bien lire. Et puis le lapin a retrouvé sa famille, qui le cherchait depuis toujours, récitait Sophie en regardant les illustrations. Ils étaient très contents parce qu'ils étaient tous ensemble à nouveau. Elna resta dans l'embrasure de la porte, invisible aux yeux des enfants. Elle observa la façon dont Sophie caressait machinalement les cheveux d'Oliver tout en racontant l'histoire, comment Ben luttait pour rester éveillé et écouter chaque mot. Quelque chose en Elna se brisa et se répara à la fois. Comment pourrait-elle les séparer ? Comment pourrait-elle les confier à un système qui les traiterait comme des dossiers, des chiffres, des problèmes à résoudre ? Sophie perdrait son rôle protecteur, Ben serait privé du réconfort que lui procurait la présence de sa sœur, Oliver se réveillerait dans un lieu inconnu, sans ses aînés. À cet instant, Elna sut qu'elle ne pourrait pas s'y résoudre, pas encore. Elle avait besoin de temps pour trouver une meilleure solution. Elle retourna dans sa chambre, résolue à se renseigner sur les démarches légales envisageables. S'il existait un moyen de les aider sans les séparer, elle le découvrirait. Le lendemain matin, Elna fut réveillée par des éclats de rire provenant de la cuisine. Durant une seconde, elle se sentit désorientée, son appartement n'avait jamais résonné de rire auparavant. En suivant ce son, elle découvrit une scène surprenante, Sophie essayait de faire des crêpes. De la farine couvrait une bonne partie du plan de travail, et Oliver arborait une trace blanche sur le nez. Ben tenait un œuf avec un soin extrême, comme s'il était en cristal. « Bonjour », dit Elna en entrant dans la cuisine. Les 3 enfants se figèrent, comme s'ils avaient été pris en faute. « Désolé », s'empressa de dire Sophie. « On voulait te préparer le petit déjeuner pour te remercier, mais c'est plus dur que ça en a l'air. » Elna sentit une vague de tendresse l'envahir. « C'est une merveilleuse attention. On peut les finir ensemble ?» Le soulagement se peignit sur le visage des enfants. Oliver courut jusqu'à elle et s'accrocha à ses jambes de ses petites mains couvertes de farine, laissant des marques blanches sur son pyjama. « J'aide », déclara-t-il fièrement. « Je vois ça », rit Elna en le soulevant malgré la farine. « Vous êtes tous d'excellents assistants. » Pendant l'heure suivante, Elna leur montra comment préparer des crêpes, une chose qu'elle n'avait plus faite depuis son adolescence, à l'époque où sa mère était encore en vie. Sophie était très appliquée, suivant chaque étape avec sérieux. Ben se révéla étonnamment doué pour casser les œufs sans y laisser de coquilles. Quant à Oliver, il s'illustra surtout en léchant la cuillère dès qu'il en avait l'occasion. Les crêpes étaient loin d'être parfaites, certaines trop cuites, d'autres pas assez, mais ils les dévorèrent toutes avec enthousiasme, arrosées de sirop d'érable et agrémentées de rondelles de banane. « C'est meilleur qu'au restaurant », déclara Ben après sa 3e crêpe, le visage barbouillé de sirop. « Bien meilleur », confirma Elna, surprise de réaliser qu'elle le pensait sincèrement. Après le petit déjeuner, tandis qu'ils nettoyaient la cuisine tous ensemble, Elna se rendit compte qu'elle apprenait réellement à s'occuper d'eux, non seulement en leur fournissant des choses matérielles, mais aussi en interagissant vraiment, en enseignant et en apprenant à ses côtés. Le reste de la journée défila dans une suite de petits moments pleins de sens. Elna écouta patiemment Ben lui raconter une histoire abracadabrante parlant d'un dinosaure vivant sur la Lune avec un chien de compagnie, fait inexplicablement de glace. « Le chien ne fond pas ?» demanda-t-elle, vraiment curieuse de la logique de son récit. Ben réfléchit un instant, le visage froncé par la concentration. « Juste un peu sur les bords, décida-t-il enfin, mais le dinosaure le léchait pour que ça n'empire pas. » Elna éclata de rire, charmée par l'imagination du garçon. Avec Oliver, elle découvrit la joie toute simple du jeu de cache-cache. Son appartement, qui autrefois paraissait trop grand et vide, offrait désormais une multitude de cachettes.
Oliver n'était pas particulièrement doué pour se cacher. Il se contentait souvent de dissimuler sa tête, laissant tout le reste de son corps bien en vue, où il riait si fort qu'il se trahissait immédiatement. Mais son éclat de rire lorsqu'on le trouvait était contagieux. Il réclamait inlassablement de recommencer, courant à nouveau se cacher avant même qu'Elna ait fini de compter. Même Sophie, d'ordinaire sérieuse et sur la défensive, commençait à se détendre. Elna l'a surpris en train de sourire en regardant ses frères jouer, un sourire sincère qui adoucissait son visage et rappelait au monde qu'elle n'était encore qu'une enfant, pas un adulte en miniature. Cet après-midi-là, pendant que les enfants se reposaient en regardant des dessins animés, Elna passa quelques coups de fil discrets à des conseillers juridiques. Les réponses n'étaient guère encourageantes. Sans document officiel ni lien de parenté, ses possibilités étaient limitées. La voie légale exigerait de signaler les enfants aux autorités, mais en observant ses 3 frères et sœurs blottis sur le canapé, gloussant devant un programme télévisé, Elna sentit monter en elle une farouche détermination. Elle trouverait une solution. Elle avait de l'argent, des contacts, des ressources. Il devait bien y avoir un moyen de les aider sans détruire le seul lien stable qu'ils possédaient, celui qu'ils partageaient entre eux. Ce soir-là, tandis qu'ils préparaient un dîner simple ensemble, Elna remarqua quelque chose qui ne lui avait pas sauté aux yeux jusque-là, le bruit. Son appartement, autrefois silencieux comme un musée, était à présent rempli de vie. Le cliquetis des assiettes, les rires, les questions de petites têtes curieuses, jusqu'aux petites chamailleries entre frères et sœurs, tout se mêlait en une sorte de symphonie qui donnait enfin au lieu l'allure d'un véritable foyer. « Elna » fit Sophie alors qu'il mettait le couvert. « Combien de temps on va rester ici ?» La question prit Elna au dépourvu. Les enfants n'avaient encore rien demandé sur la durée de leur séjour, peut-être de peur de briser le charme ou de s'avouer à eux-mêmes que tout cela était temporaire. « Je ne sais pas, » répondit-elle honnêtement, en s'agenouillant pour être à la hauteur de la fillette. « Mais j'essaie de trouver un moyen pour que vous restiez tous ensemble et en sécurité. » Sophie acquiesça et digéra cette réponse. « C'est bien ici » se contenta-t-elle de dire. « Ben ne fait pas de cauchemars et Oliver ne manque pas de nourriture. » Ces mots simples portaient un poids immense, et Elna sentit sa gorge se nouer. « Et moi aussi je trouve ça bien » admit-elle. « Vraiment bien. » Et c'était la vérité. Malgré ses doutes, les complications légales et la désapprobation de son père, elle ressentait un sentiment d'évidence. Pour la première fois depuis des années, peut-être depuis la mort de sa mère, Elna avait le sentiment que sa vie avait un sens, que ce qu'elle faisait comptait réellement pour d'autres personnes. En voyant les enfants discuter avec excitation de leurs plans pour le lendemain, Elna prit une décision intérieure. Elle se battrait pour eux. Elle ne savait pas exactement comment, mais elle trouverait un moyen. Son père avait tort, il ne s'agissait ni d'impulsivité ni d'un cœur trop tendre. C'était peut-être la première décision réellement importante de sa vie d'adulte. Une semaine s'était écoulée depuis qu'Elna avait recueilli les enfants. Une semaine qui avait complètement transformé sa routine, son appartement, comme elle commençait à s'en rendre compte, sa propre existence. Ses journées suivaient désormais un nouveau rythme, se lever tôt au son de petits pas dans le couloir, préparer le petit déjeuner avec l'aide de Sophie, emmener les enfants au parc du quartier, leur lire des histoires au coucher. Mais en parallèle, elle prenait de plus en plus conscience qu'elle allait devoir faire un choix qui lui pesait de plus en plus chaque jour. Assise dans son bureau à domicile, tandis que les enfants regardaient un film dans le salon, Elna fixait l'écran de son ordinateur où elle avait listé toutes les options envisageables. Aucune ne lui semblait satisfaisante. Option 1, contacter les services sociaux. La procédure standard signifierait que les enfants seraient pris en charge pour évaluation, puis placés en structure d'accueil en attendant de trouver une famille. La fratrie serait sûrement séparée, en raison des différences d'âge et de genre. Cette idée la révulsait. Option 2, rechercher de la famille. Mais comment ? Sophie ne connaissait pas le nom de famille complet de leur mère, juste Mélissa. Ils n'avaient aucun papier, aucune ancienne adresse, rien qui permette de remonter jusqu'à un parent. Option 3, demander une garde temporaire. Était-ce seulement envisageable ? Elna n'avait aucune qualification à part son argent et ses bonnes intentions. Elle n'avait jamais élevé d'enfant, n'avait aucune référence. Les circonstances de leur rencontre soulèveraient forcément des questions. Et puis il y avait son travail. Depuis une semaine, elle avait quasiment délaissé ses obligations. Son père l'avait rappelé 2 fois, chaque fois plus irrité par son absence. Son assistante lui écrivait quotidiennement pour réclamer des décisions, des validations, des retours de partenaires. « Qu'est-ce que je fais ?» murmura-t-elle en se passant les mains sur le visage. Un léger bruit la fit sursauter. Sophie se tenait sur le pas de la porte,
l'observant avec ce regard perçant qui semblait toujours en voir plus que de raison. « Salut, Sophie, dit Elna en refermant rapidement son ordinateur. « Le film est déjà fini ?»« Non, répondit la fillette. Je voulais juste voir si ça allait. Tu avais l'air triste. » Elna sourit, touchée par l'empathie de la petite. « Je ne suis pas triste, je réfléchis à des choses compliquées. » Sophie entra dans le bureau, jetant un regard curieux autour d'elle. C'était la seule pièce qu'elle n'avait pas vraiment explorée. Sur les murs, on voyait des diplômes, des photos d'Elna lors d'événements d'entreprise et plusieurs récompenses professionnelles. « C'est à propos de nous, hein ?» demanda Sophie en désignant l'ordinateur fermé. « Tu décides quoi faire de nous ?» La franchise de la question surprit Elna. Elle aurait pu nier, inventer un prétexte lié à son travail, mais quelque chose lui soufflait que Sophie méritait la vérité. « Oui, admit-elle. J'essaie de comprendre ce qui est le mieux pour vous trois. On va devoir partir, hein ?» La question, si simple, lui donna l'impression qu'un étau lui serrait la poitrine. Elle voyait la crainte dans les yeux de la fillette, soigneusement masquée, mais indéniablement présente. « Je ne sais pas encore, répondit Elna en toute sincérité. Il y a des règles sur qui peut s'occuper d'enfants. Ce n'est pas aussi simple que je le voudrais. » Sophie baissa les yeux, balançant doucement ses pieds. « Ben est content ici. Il n'a pas eu de vraie chambre depuis qu'on était bébé. Et Oliver ne se réveille plus en pleurant parce qu'il a faim. » Elle leva les yeux vers Elna. « Et moi j'aime bien ne pas être la maman tout le temps. » Les paroles de la fillette, si simples, touchèrent Elna au plus profond. Bien sûr que Sophie, du haut de ses 6 ans, devait être exténuée de devoir jouer le rôle d'adulte pour ses petits frères, un fardeau qui n'aurait jamais dû être le sien. « Viens, dit Elna en ouvrant les bras. » À sa grande surprise, Sophie accepta l'invitation et s'approcha, se laissant serrer contre elle. C'était la première fois qu'elle s'autorisait un tel contact sans hésitation. « Je fais tout pour que vous restiez ensemble, promit Elna en sentant le petit corps tendu dans ses bras. Et tant que ça dépendra de moi, vous ne retournerez plus jamais dans la rue. » Sophie ne répondit pas, mais Elna la sentit se détendre un peu dans son étreinte, comme si, pour la première fois, elle osait faire confiance à ce qu'on lui offrait. « Ben veut te montrer son dessin, finit par dire Sophie en se détachant. « Tu viens le voir ?»« Bien sûr, j'adore ses dessins, répondit Elna en se levant. Alors qu'elle suivait la fillette jusqu'au salon, Elna ressentit un pincement à la poitrine qu'elle ne parvenait pas à expliquer pleinement. Il ne s'agissait pas seulement de l'avenir des enfants, mais aussi de quelque chose de plus personnel, de plus profond. Une peur, celle de revenir à son ancienne vie, vide et solitaire, dépourvue de sens. Pour la première fois depuis des années, Elna s'avouait qu'elle avait peur de se retrouver à nouveau seule. Le lendemain matin, pendant que les enfants dormaient encore, Elna décida d'explorer une autre piste. Elle appela une amie de la fac qui était devenue avocate spécialisée en droit de la famille. « Il y a un moyen de garder temporairement la garde de ses enfants, le temps de trouver une solution définitive ?» demanda-t-elle après avoir expliqué la situation et admis que les petits vivaient déjà chez elle depuis une semaine. La réponse ne fut pas réconfortante. « Et là, ce que tu décris est très complexe sur le plan légal, expliqua son ami. Il n'y a pas de lien de parenté, pas de documents, et la manière dont tu les as trouvés. Honnêtement, le protocole veut que tu les déclares immédiatement aux autorités. Et si je voulais les garder de façon permanente ?» lâcha Elna, se surprenant elle-même de poser la question. Un silence. « Tu parles d'adoption ? 3 enfants d'un coup ? Elna, tu n'as aucune expérience avec les enfants, tu es célibataire, tu travailles à plein temps. Le tribunal risque de ne pas accepter. » Elna sentit la frustration monter. Donc le système préfère séparer 3 frères et sœurs qui ont déjà tout perdu, plutôt que de les confier à quelqu'un qui peut leur apporter de la stabilité financière et affective ? Ce n'est pas si simple, répondit doucement son ami. Le système cherche à protéger les enfants. De leur point de vue, une femme célibataire sans antécédents avec des enfants, qui veut subitement adopter 3 petits, c'est très suspect. En raccrochant, Elna fixa un instant le mur, l'impression d'être prise au piège. La loi, censée protéger ces enfants vulnérables, semblait leur faire obstacle. « Elna ?» fit une petite voix encore ensommeillée. Elle se retourna. Ben se tenait sur le pas de la porte de la cuisine, se frottant les yeux, les cheveux tout ébouriffés. « Y a des céréales ?» Elna força un sourire et tenta de chasser ses angoisses. « Bien sûr. Viens, on va préparer le petit déjeuner pendant que tes frères et sœurs se réveillent. » Ben avança d'un pas traînant, encore à moitié endormi, et, à la surprise d'Elna, leva simplement les bras, demandant silencieusement à être porté. Sans hésiter,
Elle le souleva, sentant la chaleur de son corps encore tout engourdi de sommeil. J'ai rêvé d'un chien, dit-il alors qu'Elna le déposait pour qu'il s'assoie. On pourrait avoir un chien ici? Cette question candide, comme s'il se projetait déjà dans l'avenir, la toucha profondément et lui serra le cœur. Elle ne pouvait même pas garantir qu'il resterait. On verra, répondit-elle avec douceur. Les chiens demandent beaucoup de travail. Je peux aider, affirma Ben avec sérieux. Je sais lui donner à manger et le caresser. Elna sourit en le posant sur sa chaise. Je n'en doute pas une seconde. En préparant le petit déjeuner, elle l'observa dessiner du bout du doigt sur la table, perdue dans ses rêveries d'enfant. Comment pourrait-elle briser cette confiance naissante? Comment leur expliquer qu'elle devrait peut-être les confier à des étrangers? Plus tard dans la journée, pendant qu'elle aidait Sophie à ranger ses nouveaux jouets dans la chambre, Elna fut submergée par ses propres souvenirs d'enfance. La fillette voulait tout garder bien ordonné pour qu'on ne perde rien, révélant à quel point ces objets, si modestes, étaient précieux pour elle. Quand j'étais petite, moi aussi j'aimais bien tout garder en ordre, confia Elna en pliant soigneusement un petit t-shirt. Tu avais peur qu'on te les prenne? Demanda Sophie en alignant une rangée de livres colorés sur une étagère basse. Pas exactement. Je voulais plutôt faire plaisir à mon père. Il n'aimait pas le désordre. Il était méchant, ton père? Elna y réfléchit. Richard Harrington n'avait jamais été cruel ou violent, juste distant, absorbé par le travail au point de négliger sa fille. Non, pas méchant. Seulement très occupé. Ma mère est morte quand j'avais 8 ans, et après ça, il s'est encore plus plongé dans le boulot. Sophie cessa son activité et dévisagea Elna, mêlant surprise et compréhension, comme si elle reconnaissait une forme de deuil familier. Elle était comment, ta maman? Elna sourit, laissant remonter de doux souvenirs. Elle était belle, gentille. Elle me lisait toujours une histoire avant que je m'endorme, peu importe l'heure à laquelle elle rentrait du travail. Comme toi, fit Sophie avec simplicité. Tu nous lis des histoires tous les soirs, toi aussi. La remarque la prit de court. Comme moi? Oui. Sophie continua à ranger les livres. Elna resta silencieuse, réalisant pour la première fois qu'en lisant des histoires à ses enfants, elle imitait sans le vouloir le geste qu'elle avait tant aimé de sa mère. Après la disparition de cette dernière, plus personne ne lui avait lu d'histoire. Après sa mort, reprit Elna, tout a changé. Mon père a engagé une nourrice, mais ce n'était pas pareil. Tu étais seule, conclut Sophie, sur un ton qui n'appelait aucune réponse. Oui, admit Elna. Très seule. En regardant Sophie, si petite, si sérieuse, si déterminée à protéger ses frères, Elna distingua un écho de sa propre enfance. Pas la même situation, mais la même solitude précoce, la maturité forcée et la force qui en découlait. Tu es très courageuse, tu sais, dit Elna en effleurant les cheveux de la fillette. T'occuper de tes frères comme tu le fais, ça demande beaucoup de bravoure. Y avait personne d'autre pour s'en occuper, haussa simplement les épaules Sophie, manifestement gênée par le compliment. Beaucoup d'enfants de ton âge n'auraient pas pu faire ce que tu as fait. Sophie regarda Elna de ses yeux trop matures pour son âge. Toi aussi tu l'aurais fait, si tu avais eu des petits frères. La réflexion résonna fortement en Elna. Oui, probablement qu'elle aurait agi de même. Après la mort de sa mère, elle avait appris à se débrouiller seule, tandis que son père s'enfermait dans le travail. La différence n'était pas si grande. Peut-être, oui, concéda Elna. On se ressemble, toi et moi. Un léger sourire éclaira le visage de Sophie, un de ces sourires rares qui la métamorphosait et rappelait au monde qu'elle n'était encore qu'une enfant. Ce soir-là, une fois les enfants endormis, Elna retourna dans son bureau, bien décidée à trouver une solution. Puisque le système ne lui en offrait pas, elle le contournerait. Elle ouvrit son ordinateur et se mit à chercher des avocats spécialisés dans les cas complexes d'adoption et de garde. Elle tomba sur des profils prometteurs, des professionnels rompus aux situations atypiques qui savaient trouver des solutions créatives au sein de la loi. Son téléphone sonna, interrompant ses recherches. C'était encore son père. Et là, cette histoire a assez duré, lâcha-t-il sans préambule. Ton assistante m'a dit que tu n'as toujours pas répondu au sujet du contrat avec les fournisseurs italiens. La réunion devait avoir lieu hier. Je gère une situation compliquée en ce moment, papa, répondit Elna, la voix basse pour ne pas réveiller les enfants. Ces gamins des rues sont toujours chez toi? L'incrédulité qu'elle perçut l'irrita. Oui, et ils ont des prénoms, Sophie, Ben et Oliver. Elna, ça va trop loin. Si tu tiens vraiment à leur bien, fais ce qu'il faut légalement. Contacte les autorités, afin qu'ils soient pris en charge. Pour être séparés, placés dans des foyers différents, ou pire, remis à la rue faute de place?
Elle sentit la colère monter en elle. « Je ne laisserai pas faire ça. » Richard poussa un long soupir. « Qu'est-ce que tu comptes faire, alors? Les adopter? Devenir du jour au lendemain la mère de 3 enfants, alors que tu n'as jamais montré le moindre intérêt pour fonder une famille? » Les mots touchaient un point sensible. Il était vrai qu'Elna n'avait jamais manifesté d'envie d'avoir des enfants. Sa vie tournait autour de sa carrière, de ses voyages, de ses achats dispendieux, une existence soigneusement façonnée pour masquer un vide qu'elle n'avait jamais vraiment voulu admettre. « Les gens changent, répondit-elle. « Oui, on change, mais pas du jour au lendemain, pas comme ça, répliqua son père, la voix un peu moins dure. « Elna, je m'inquiète pour toi. Ce n'est pas un caprice qu'on satisfait en achetant un objet coûteux. Ce sont des enfants, des vies humaines. Ils ont besoin de stabilité, de structure, ce que tu ne peux pas leur offrir. Je sais que ce n'est pas l'idéal, admit Elna, sentant la boule dans sa gorge se resserrer. J'improvise jour après jour. Temporaire, peut-être. Mais à long terme, que se passera-t-il quand tu en auras assez de cette nouveauté, quand élever 3 enfants traumatisés deviendra trop dur? Qu'en est-il de ton travail, de ta vie? As-tu songé à tout ça? Elna garda le silence. Bien sûr qu'elle y avait pensé. Ses doutes la hantaient, chaque soir quand les enfants dormaient. Était-elle vraiment prête pour une telle responsabilité? Pourrait-elle leur apporter, au-delà de l'aisance matérielle, tout ce dont ils avaient besoin, affectivement? J'y réfléchis, dit-elle enfin. Mais je pense aussi à ce qui leur arriverait si je les remettais au système. Un bref silence s'installa. Je ne veux pas que tu prennes une décision impulsive dont tu auras à souffrir. Ce ne serait juste ni pour toi, ni pour eux, conclut son père. Après avoir raccroché, Elna tenta de se replonger dans ses recherches, mais les mots de Richard tournaient dans sa tête, se mêlant à ses propres inquiétudes. Elle se leva et se rendit discrètement jusqu'à la chambre des enfants. La porte était, comme d'habitude, légèrement entr'ouverte, laissant filtrer un halo de lumière dans lequel elle put distinguer les 3 silhouettes endormies sur le grand lit. Oliver avait rejeté la couverture, les bras lancés en étoile, Ben était recroquevillé, comme s'il cherchait encore à se protéger, même dans son sommeil, et Sophie, fidèle à son habitude, dormait dans une position qui lui permettait de se redresser vite si nécessaire, un bras posé sur Oliver, le corps tourné vers la porte. En les voyant ainsi, endormis en toute sécurité, les doutes d'Elna semblaient plus forts, paradoxalement, moins importants. Oui, il existait 1000 raisons pour lesquelles tout cela pouvait échouer. Oui, elle n'était pas préparée. Oui, sa vie ne serait plus jamais la même. Mais à cet instant, en observant ses enfants qui s'accordaient le droit de dormir sur leurs 2 oreilles, elle comprit qu'elle ne pouvait pas renoncer. Elle trouverait une solution, elle le devait, car l'idée de revenir à sa vie d'avant, vide et solitaire, lui semblait désormais insupportable. Elna referma doucement la porte et retourna dans son bureau, déterminée à poursuivre ses recherches. Dès le lendemain, elle contacterait les avocats qu'elle avait repérés. Elle engagerait les meilleurs, peu importait le prix. Elle utiliserait chaque ressource à sa disposition pour garder ses 3 frères et sœurs ensemble, et si possible, avec elle. Sa crainte de se retrouver à nouveau seule était réelle et profonde, mais plus forte encore était sa peur de les trahir, ses enfants qui, contre toute attente, avaient commencé à lui faire confiance. À 10 heures du matin, un mardi, exactement 2 semaines après qu'Elna eut croisé les enfants, la sonnette retentit. Elle était en train d'apprendre à Sophie comment préparer des pancakes dans la cuisine, tandis que Ben et Oliver jouaient au bloc de construction dans le salon. « J'y vais !» s'exclama Elna en s'essuyant les mains sur son tablier. « Sophie, surveille la pâte, d'accord? Je reviens. » En ouvrant la porte, Elna se retrouva face à 2 femmes élégamment vêtues, arborant une expression grave et tenant des chemises sous le bras. « Mademoiselle Harrington ?» demanda la plus âgée, une femme d'âge mûr aux cheveux grisonnants coiffés en chignon serré. « Je m'appelle Diane Parker, du département des services sociaux. Voici ma collègue Rebecca Lewis. » Le cœur d'Elna s'emballa. Comment avait-elle découvert son adresse? Qui les avait prévenus? Elle n'avait aucun doute, l'informateur anonyme ne pouvait être que son père, persuadé d'agir dans son intérêt. « Nous pouvons entrer ?» poursuivit Diane, d'un ton poli mais ferme. « Nous avons reçu un signalement anonyme au sujet de 3 enfants dont vous auriez la garde sans documents légaux. » Elna sentit sa bouche s'assécher. Cependant, elle s'efforça de garder son sang-froid et de sourire, tout en retenant la panique qui montait. « Bien sûr. »« Entrez » répondit-elle en s'écartant pour les laisser passer. Les 2 femmes la suivirent jusqu'au salon, où Ben et Oliver cessèrent aussitôt de jouer pour fixer les visiteuses d'un œil méfiant. Ben se rapprocha de son petit frère comme pour le protéger.
Bonjour, les garçons, dit Rebecca en s'agenouillant pour être à leur hauteur. Comment vous appelez-vous? Ben jeta un coup d'œil à Elna, cherchant son approbation. C'est bon, assura-t-il. Elles veulent juste discuter. Je m'appelle Ben, dit-il d'une voix hésitante. J'ai 4 ans. Et moi, c'est Oliver. Déclara le plus jeune, tout heureux, sans sembler remarquer la tension. J'ai 3 ans. Elna aperçut Sophie, restée sur le pas de la porte de la cuisine, figée, le visage pâle. Elle possédait un 6e sens pour repérer les ennuis et semblait avoir déjà compris que quelque chose n'allait pas. Sophie? L'appela Elna d'un ton apaisant. Tu peux venir par ici? Ces dames sont des services sociaux et veulent nous parler. Sophie s'avança lentement, le regard braqué sur les 2 visiteuses, comme pour les analyser. Elle se plaça instinctivement à proximité de ses frères, prête à intervenir. Mademoiselle Harrington, pourriez-vous nous parler en privé? Demanda Diane. Rebecca peut rester ici avec les enfants quelques instants. Elna hésita en voyant la panique dans les yeux de Sophie. Les enfants seront bien ici, avec nous. On peut discuter ici même, si vous voulez, proposa-t-elle, essayant de rassurer la fillette. Diane hocha la tête, s'adaptant à la situation. D'accord. Mademoiselle Harrington, nous avons compris que ces enfants vivent avec vous depuis environ 2 semaines, c'est exact? Oui, confirma Elna, en s'asseyant sur le canapé et en invitant les travailleuses sociales à faire de même. Sophie vint aussitôt s'installer à côté d'elle, tandis que Ben et Oliver restaient assis sur le tapis, silencieux maintenant, leur bloc de construction oublié. Quel est exactement votre lien avec ces enfants? C'était la question qu'Elna redoutait le plus, il n'y avait pas de réponse simple qui ne sonne pas comme une auto-incrimination. Je les ai trouvés seuls, sans supervision d'adultes, expliqua-t-elle, optant pour l'honnêteté. Sophie m'a dit que leur père les avait abandonnés il y a des années et que leur mère était partie un jour et n'était jamais revenue. Et votre première action a été de les amener chez vous? Demanda Diane en prenant des notes. Au lieu de contacter les autorités? Elna se sentit sur la défensive. Ma première action a été de les nourrir et de leur offrir un endroit sûr où dormir. Ils avaient faim, ils étaient effrayés et seuls. Je comprends votre préoccupation, mademoiselle Harrington, dit Rebecca, d'une voix plus douce que celle de sa collègue, mais il existe des protocoles précis pour ce genre de situation. Garder des enfants sans documentation légale pendant 2 semaines, techniquement, une grave infraction. Une infraction? Répéta Elna, sentant sa tension monter. Mettre 3 enfants affamés à l'abri, c'est une infraction? Elna, chuchota Sophie en lui tirant la manche. Entendre Sophie utiliser son prénom, chose qu'elle faisait rarement, ramena Elna à la réalité. Les enfants écoutaient. Elle devait rester calme. Je suis désolée, dit-elle en prenant une profonde inspiration. Je comprends qu'il y ait des procédures. Je suis prête à faire tout ce qui est légalement requis pour régulariser la situation des enfants. Diane étudia Elna avec un mélange de scepticisme et de curiosité professionnelle. Vous dites donc que vous souhaitez entamer un processus officiel de garde ou d'adoption? Oui, répondit Elna sans hésitation. Je veux garder les 3 ensemble avec moi. Ils ont déjà assez subi d'abandon. Rebecca et Diane échangèrent un regard significatif. Mademoiselle Harrington, commença Diane d'un ton plus formel, je dois être clair. Le processus que vous suggérez est extrêmement complexe. Pour être franche, il est peu probable qu'il soit approuvé dans de telles circonstances. Pourquoi? Plusieurs facteurs. Votre manque d'expérience en garde d'enfants, le fait que vous soyez célibataire avec une carrière exigeante, la manière inhabituelle dont les enfants sont arrivés chez vous. De plus, les adoptions privilégient généralement les couples et adopter des fratries ensemble est encore plus complexe. Elna sentit Sophie se raidir à côté d'elle, clairement en train d'absorber chaque mot. Qu'est-ce qui va leur arriver maintenant? Demanda Elna, redoutant la réponse. Nous devons organiser des évaluations médicales et psychologiques, expliqua Rebecca. Ensuite, ils seront placés dans un logement temporaire pendant que nous vérifierons s'ils ont de la famille pouvant assumer la responsabilité. Ensemble? Insista Elna. Resteront-ils ensemble? Un nouveau regard passa entre les travailleuses sociales, un regard qu'Elna n'aimait pas du tout. Nous faisons de notre mieux, dit Diane, ce qui ne garantissait rien. Non, protesta Sophie d'une voix petite mais déterminée. Nous ne serons pas séparés. Diane regarda la fillette avec une compassion apparente. Sophie, je comprends ta crainte, mais tu ne comprends pas. Si, je comprends, interrompit Sophie, sa voix tremblant légèrement malgré sa détermination. J'ai promis à maman que je veillerai sur eux. On reste toujours ensemble. Toujours.
Elna passa un bras protecteur autour des épaules de Sophie. Y a-t-il un moyen pour que j'obtienne la garde temporaire, le temps que le processus officiel soit examiné? Une dérogation ou une procédure spéciale? Diane hésita. Il existe des dispositions pour une tutelle temporaire dans des cas exceptionnels, mais généralement, elles concernent des proches ou des personnes qui avaient déjà une relation antérieure avec les enfants. J'ai des ressources, insista Elna. Je peux leur offrir tout ce dont ils ont besoin, scolarité, soins médicaux, suivi psychologique. J'ai déjà consulté des avocats spécialisés. Les ressources financières sont importantes, oui, reconnut Rebecca, mais le tribunal prend en compte de nombreux autres facteurs pour déterminer ce qui est le mieux pour un enfant. La discussion dura plus d'1 heure. Elna répondit à de nombreuses questions sur sa vie, sa routine et ses projets futurs. Les travailleuses sociales interrogèrent brièvement Sophie, lui demandant comment Elna les traitait, s'ils étaient heureux, s'il manquait de quelque chose. Sophie, avec une maturité dépassant son âge, répondit soigneusement, soulignant à quel point Elna prenait bien soin d'eux, qu'ils avaient de la nourriture, des vêtements propres et qu'ils se sentaient en sécurité pour la première fois depuis longtemps. Au moment où les travailleuses sociales se levèrent enfin pour partir, Diane tendit à Elna une carte. « Nous vous contacterons dans les 48 heures pour la suite. S'il vous plaît, ne quittez pas la ville avec les enfants. Cela compliquerait davantage la situation. » Elna acquiesça en les raccompagnant jusqu'à la porte. « Je ferai tout ce qu'il faut pour garder ses frères et sœurs ensemble. » Après avoir refermé la porte, elle se retourna et vit Sophie au milieu du salon, les larmes aux yeux, retenant difficilement son chagrin. « Ils vont nous emmener, n'est-ce pas ?» demanda la fillette. Elna s'agenouilla devant elle, prenant ses petites mains dans les siennes. « Je ferai tout ce que je peux pour empêcher ça. Mais ils peuvent, non? Ils peuvent juste venir et nous emmener ?» La sincérité de sa question méritait une réponse sincère. Oui, légalement, ils le peuvent. Mais je ne les laisserai pas faire sans me battre. Sophie? Ben s'approcha, sentant la tension. On a fait quelque chose de mal? Non, mon chéri, répondit rapidement Elna. Vous n'avez rien fait de mal. C'est juste que les règles des grands sont parfois compliquées. Oliver, percevant la gravité de l'atmosphère, vint se blottir sur les genoux d'Elna, un geste de confiance qui lui serra le cœur. Comment supporter l'idée qu'on les lui arrache? Plus tard dans la journée, tandis que les enfants regardaient un film dans le salon, Elna reçut l'appel qu'elle attendait, c'était son père. Alors, les travailleuses sociales sont enfin passées, dit-il sans détour. C'était nécessaire, papa. C'est toi qui as fait le signalement, n'est-ce pas? Demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse. Oui, je l'ai fait, parce que, contrairement à ce que tu peux penser, je me soucie de ton bien-être. Elna ferma les yeux, essayant de maîtriser sa colère. Il risque de séparer la fratrie, papa. Tu te rends compte de l'impact que ça aurait sur eux? Il vaut mieux qu'ils soient dans un système conçu pour les aider plutôt que dans une situation légalement douteuse avec quelqu'un qui n'a aucune formation pour s'occuper d'enfants. Je m'en sors très bien, répliqua Elna. Ils sont heureux ici, ils sont en sécurité. Pour l'instant, rétorqua Richard. Mais qu'adviendra-t-il quand l'enthousiasme sera retombé, quand tu réaliseras à quel point c'est dur de s'occuper de 3 enfants traumatisés, quand tes obligations professionnelles ne pourront plus être reportées? L'accusation implicite qu'elle jouait simplement à la petite famille, et que son intérêt pour les enfants n'était qu'un caprice passager, la blessa profondément, d'autant plus que cela réveillait ses propres doutes secrets. Ce n'est pas une passade, répondit-elle fermement. Ce n'est pas un caprice. Elna, je comprends que tu veuilles aider. Tu as toujours eu le cœur tendre, comme ta mère. La référence à sa mère surprit Elna. Mais il y a de meilleures façons d'aider ses enfants sans bouleverser toute ta vie. Comme quoi? Je peux passer des coups de fil, proposa Richard. Je connais des gens influents dans différentes institutions. On peut veiller à ce que les enfants restent ensemble dans un bon foyer d'accueil. Tu pourras même leur rendre visite si tu veux, contribuer à leurs besoins financiers, mais tu pourrais reprendre ta vie normale. Ta vie normale. Les mots résonnèrent dans la tête d'Elna. Sa vie d'avant, sans les enfants. L'appartement silencieux et vide, les journées remplies de réunions sans importance et de shopping mécanique, les nuits solitaires où le vide intérieur semblait insurmontable. Je ne veux pas retrouver ma vie d'avant, dit Elna, en prenant pleinement conscience de cette vérité en la prononçant. Je ne veux plus être la personne que j'étais. Non, papa, écoute. Pour la première fois depuis des années, j'ai l'impression de faire quelque chose qui compte vraiment, qui fait une différence dans la vie de quelqu'un d'autre que moi. Richard poussa un long soupir. Ce n'est pas à propos de ce que tu ressens.
Il s'agit de ce qui est le mieux pour ses enfants. Et qui décide de ce qui est mieux pour eux? Rétorqua Elna. Un système débordé qui va probablement les séparer, des inconnus qui ne comprennent pas le traumatisme qu'ils ont vécu, ou quelqu'un qui se soucie vraiment d'eux, qui a les ressources pour leur donner tout ce dont ils ont besoin. Je vais me battre pour eux, papa, l'interrompit elle, sa détermination grandissant à chaque mot. J'engagerai les meilleurs avocats. Je prouverai que j'en suis capable. Et si tu tiens vraiment à moi, tu m'aideras au lieu de me forcer à revenir à une vie qui ne m'a jamais vraiment comblé. Un long silence suivit. Quand Richard parla à nouveau, sa voix semblait résignée. Tu es aussi obstiné que ta mère l'était, tu sais? Elna eut un léger sourire malgré tout. Merci. Ce n'était pas vraiment un compliment, mais il y avait une pointe d'humour dans sa voix. De quoi as-tu besoin? La question l'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que tu veux dire? Si tu es vraiment déterminé à suivre cette voie, de quelles ressources as-tu besoin? Des contacts? Des références? J'ai des amis dans le système judiciaire. Elna ressentit une vague d'émotion inattendue. C'était le plus proche d'un soutien inconditionnel que son père lui ait jamais offert, depuis toujours. Ça m'aiderait beaucoup, admit-elle. Je dois prouver que je peux offrir une stabilité à long terme aux enfants. Je verrai ce que je peux faire, promit Richard. Mais Elna, sois absolument sûre. Assure-toi que c'est vraiment ce que tu veux. J'en suis sûre, papa, répondit-elle sans hésitation. Je n'ai jamais été aussi certaine de quelque chose de ma vie. Après avoir raccroché, elle resta assise un moment, digérant cette conversation. Elle se sentit étrangement légère, comme si elle avait enfin mis en mots quelque chose que son cœur savait depuis des jours. Elle ne voulait pas redevenir celle qu'elle était, elle ne voulait pas retourner à cette vie vide. Elle avait enfin trouvé ce dont elle avait réellement besoin. Un but, un lien, de l'amour. Des pas légers la firent lever les yeux. Sophie se tenait à la porte, les yeux indiquant qu'elle avait entendu au moins une partie de l'échange. « Tu vas vraiment te battre pour nous ?» demanda la fillette d'une petite voix. Elna ouvrit les bras et, à sa grande surprise, Sophie s'y précipita sans hésiter. « De toutes mes forces, promit Elna en la serrant fort contre elle. « J'ai peur, murmura Sophie contre son épaule. « Moi aussi, admit Elna. Mais parfois, ce qui nous effraie le plus est justement ce qu'on doit affronter. » Sophie hocha la tête, comprenant la vérité de ces mots avec une sagesse dépassant son âge. « Si on reste ensemble, ça ira. » Elna n'était pas sûre si Sophie ne parlait que d'elle et de ses frères ou si elle l'incluait elle aussi dans ce « ensemble ». Elle choisit de croire à la seconde option. « Oui », acquiesça-t-elle en embrassant le sommet de la tête de Sophie. « Ensemble ». En tenant l'enfant dans ses bras, Elna sentit une vague de détermination l'envahir. Les travailleuses sociales reviendraient dans 2 jours. Elle avait peu de temps pour préparer sa défense, entamer les démarches légales et prouver qu'elle était apte à s'occuper de ses enfants. Mais elle avait quelque chose qu'aucun tribunal ni aucun système ne pouvait ignorer facilement, l'amour sincère qui était né entre elle et ses 3 frères et sœurs. Un amour inattendu qui avait transformé non seulement leur vie, mais aussi la sienne. Pour la première fois depuis longtemps, Elna Harrington savait exactement quel était son but et elle se battrait de toutes ses forces pour le protéger. Le cabinet de l'avocat Martin Wells occupait tout le 30e étage d'un immeuble du quartier financier de la ville. Elna contemplait la vue panoramique en attendant, serrant contre elle un dossier rempli de documents. À l'intérieur, tout ce qu'elle avait réuni au sujet des enfants, les dessins de Ben, des photos de leurs moments partagés, des notes sur leurs préférences alimentaires, leurs habitudes de sommeil, et tous les petits détails qu'elle avait appris à leur sujet au fil des semaines. « Mademoiselle Harrington ?» lança la voix grave de Martin en entrant dans la salle de conférence. « Merci d'être venue si rapidement. » Elna se leva pour le saluer, tentant de dissimuler ses nerfs. Martin Wells avait la réputation d'être le meilleur avocat spécialisé en droit de la famille de la ville et le plus cher. Son père avait organisé cette consultation, un petit signe de soutien qui la surprenait encore. « Votre père m'a expliqué la situation en détail, » dit Martin en s'asseyant en face d'elle, « mais j'aimerais l'entendre de votre bouche, sans filtre. » Elna prit une profonde inspiration et raconta tout. Sa rencontre avec Sophie dans le quartier commerçant, la décision d'emmener les enfants dîner, son incapacité à les abandonner à la rue, les semaines passées ensemble et la visite des travailleuses sociales. Martin l'écouta attentivement, prenant parfois des notes, tout en gardant une expression neutre. « Je serai franc, dit-il une fois qu'elle eut terminé. Sur le plan juridique, on se lance dans une bataille compliquée. Vous avez essentiellement pris la garde de 3 mineurs sans passer par les protocoles légaux appropriés.
Je sais ce que ça représente, répondit Elna, la frustration évidente dans sa voix. Mais que devais-je faire? Les laisser dans la rue? Les remettre à un système qui les séparait? Martin leva une main apaisante. Je ne juge pas vos actions, je pose simplement les faits juridiques pour que nous sachions où nous en sommes. Il ouvrit un dossier et en sortit plusieurs documents. Nous allons commencer par déposer une demande officielle de garde temporaire, accompagnée d'une requête pour une garde permanente. Normalement, ce type de demande émane de proches, donc nous devrons constituer un dossier exceptionnellement solide. Il fit glisser un document vers elle. Voici une requête d'urgence que nous devrions soumettre dès demain. Elle argue que retirer brusquement les enfants de leur environnement actuel serait traumatisant et préjudiciable à leur bien-être. Elna hocha la tête, sentant une lueur d'espoir. En même temps, Martin continua. Nous devons prouver votre aptitude en tant que tutrice. Il y aura des évaluations psychologiques pour vous et les enfants, des inspections à domicile, la preuve de votre stabilité financière, et un plan détaillé expliquant comment vous comptez concilier travail et rôle parental. Pendant 40 minutes, Martin exposa la stratégie légale, la documentation requise, les témoignages à rassembler, ainsi que le calendrier probable. Je ne vais pas vous mentir, conclut-il. Ce sera long et éprouvant émotionnellement, mais si vous êtes vraiment décidé, on a une chance. Elna le regarda avec détermination. Je n'ai jamais été aussi déterminé de ma vie. Les semaines qui suivirent se transformèrent en marathon administratif et émotionnel. Elna partagea son temps entre les rendez-vous chez l'avocat, la préparation de dossiers, bien sûr, la prise en charge des 3 enfants qui continuaient de s'adapter à leur nouvelle vie. Sophie avait commencé des cours privés et absorbait les connaissances avec une soif impressionnante. Ben dormait enfin toute la nuit sans cauchemar, son visage s'apaisant chaque jour un peu plus. Oliver, toujours le plus adaptable, s'épanouissait grâce à l'attention continue, développant un vocabulaire étonnamment riche pour un enfant de 3 ans. Elna convertit une de ses pièces inoccupées en espace de travail, son bureau dans un coin et un coin-jeu dans l'autre, afin de pouvoir superviser les enfants tout en tenant ses visioconférences et en révisant des contrats. Son assistante, d'abord choquée par ce changement de vie radical, devint vite une alliée précieuse, réorganisant l'emploi du temps d'Elna pour maximiser le télétravail. La première audience préliminaire fut fixée à la semaine suivante. Elna sentait cette échéance approcher comme un nuage d'orage à l'horizon. Les travailleuses sociales étaient revenues 2 fois. Même si elles semblaient relativement satisfaites de leurs observations, elles répétaient que la priorité du système restait la réunification familiale si possible ou le placement auprès de proches. Ce soir-là, après le dîner, tandis que les enfants se préparaient à aller se coucher, Elna s'installa dans son salon, entourée d'une pile de documents envoyés par Martin. Il s'agissait de préparatifs détaillés pour son témoignage, des questions qui pourraient lui être posées, des objections probables, des points faibles à anticiper. Elna? Elle releva la tête et vit Sophie dans l'encadrement de la porte, déjà en pyjama, serrant un livre contre elle. « Salut, ma puce. Tu t'es brossé les dents ?» Sophie hocha la tête en avançant. « Tu peux lire un peu avec moi avant de dormir ?» Elna sourit en posant ses documents. « Bien sûr que oui. » La fillette grimpa sur le canapé, s'installa à côté d'Elna et ouvrit le livre d'histoire qu'elles avaient acheté la semaine précédente. Depuis quelques jours, Sophie essayait de lire de petits passages par elle-même, mélangeant la lecture effective et la mémorisation de ce qu'Elna lui avait lu. Ben passa la tête dans l'embrasure de la porte, suivi d'Oliver, tous 2 en pyjama. « On veut t'écouter aussi, » dit Ben en grimpant de l'autre côté. Oliver, sans aucune formalité, grimpa sur les genoux d'Elna, comme si c'était l'endroit le plus naturel du monde. Le poids rassurant du petit sur sa poitrine la réchauffa instantanément. Sophie se remit à lire, cette fois devant un public plus large, demandant parfois de l'aide pour certains mots difficiles. À la fin de l'histoire, celle d'un petit renard qui s'était perdu mais finissait par trouver une nouvelle famille d'animaux différents, Ben poussa un soupir satisfait. « J'aime bien quand les histoires se terminent bien, dit-il. »« Moi aussi, » répondit Elna en le serrant affectueusement. Un silence confortable s'installa, un de ceux qui n'existent que lorsque les gens se sentent vraiment en sécurité ensemble. « Elna ?» demanda soudain Sophie d'un ton sérieux. « Est-ce qu'on est une famille maintenant ?» La question était si directe et simple qu'Elna sentit un nœud dans sa gorge. « Qu'est-ce que tu en penses, toi ?» « Je crois que oui, parce que dans l'histoire du renard, la famille, ce n'était pas tous les mêmes, non ?»« C'est vrai, » approuva Elna, la voix un peu tremblante. « Une famille, c'est des personnes qui tiennent les unes aux autres, qui veillent les unes sur les autres. Comme nous, ajouta Ben, avec la certitude propre à l'enfance.
Comme nous, répéta Elna doucement. Sophie referma le livre et se tourna vers Elna, les yeux emplis d'une vulnérabilité rare. Tu ne vas pas nous abandonner, toi aussi, hein? La question la frappa en plein cœur. Cet enfant, abandonné tant de fois, craignait d'être de nouveau laissé pour compte. Non, répondit Elna fermement, en attirant Sophie contre elle. Je ne vais nulle part, je te le promets. En étreignant les 3 enfants, Elna ressentit un sentiment de certitude plus profond. Elle ne voulait plus être seule et ne voulait plus qu'ils soient seuls. D'une façon qu'elle n'aurait jamais imaginée un mois plus tôt, ils étaient devenus une famille. Le téléphone sonna à 7h38 le lendemain matin, réveillant Elna d'un profond sommeil. Elle tâtonna sur la table de chevet pour ne pas réveiller Oliver, qui était venu la rejoindre dans la nuit après un cauchemar. « Allô » marmonna-t-elle à moitié endormie. « Mademoiselle Harrington, ici Martin Wells. » Le ton tendu de l'avocat la réveilla aussitôt. « Martin, qu'est-ce qui se passe ? J'ai reçu un appel de l'équipe des services sociaux il y a environ une demi-heure. Il y a quelque chose dont vous devez être informé. » Elna s'assit, le cœur battant. « Quel genre de chose ? » Un bref silence. Ils ont localisé la mère des enfants. Le monde sembla se figer autour d'Elna. « Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je croyais qu'elle les avait abandonnés, qu'elle avait disparu depuis des mois. Apparemment, ce n'est pas le cas. Elle a été admise à l'hôpital municipal après un grave accident, le jour même où elle est partie pour un entretien d'embauche. Elle a été heurtée par une voiture et est restée dans le coma plusieurs semaines. À son réveil, elle souffrait d'amnésie. Sans papier, l'hôpital n'avait aucun moyen de contacter qui que ce soit. Elna sentit le sang se retirer de son visage. Ils en sont certains ? Ça pourrait être une erreur. Tout concorde, le nom, la description donnée par les enfants, les dates. C'est elle, Elna. Et sa mémoire revient. Elle a commencé à demander après ses enfants, alors l'hôpital a contacté les services sociaux. Elna regarda Oliver qui dormait paisiblement à côté d'elle, inconscient de la tempête qui se préparait. Comment est-ce possible ? Demanda-t-elle, abasourdie. Juste au moment où ses pensées se bousculaient. Alors qu'elle venait de s'attacher à ses enfants, qu'ils formaient enfin une famille, leur mère réapparaissait. Qu'est-ce qui va se passer maintenant ? Demanda-t-elle, la voix à peine audible. Diane Parker, l'assistante sociale, va vous appeler aujourd'hui. Ils vont vouloir organiser une visite supervisée entre les enfants et leur mère dès que possible. Ils peuvent simplement les reprendre, après tout ce temps ? Pas immédiatement, précisa Martin d'un ton doux. Ils évalueront sa situation, mais à terme, oui, la réunification familiale est presque toujours l'objectif principal du système. Après avoir raccroché, Elna resta assise, le regard posé sur Oliver endormi. La réalité s'imposa, les enfants n'étaient pas orphelins ni abandonnés. Ils avaient une mère qui ne les avait pas quittés volontairement et qui, maintenant, les réclamait. Son téléphone sonna de nouveau. Diane Parker, comme Martin l'avait prédit. Elle voulait fixer une rencontre surveillée le lendemain. Quel est son état ? Réussit à demander Elna d'une voix qu'elle tâchait de garder stable. Elle est encore en convalescence physique, mais émotionnellement, elle est désespérée de revoir ses enfants. Elle ne se souvenait pas d'eux au début, mais une fois sa mémoire revenue, elle n'a eu de cesse de les chercher. Elle sait qu'ils sont chez moi ? Oui, et elle vous est reconnaissante de vous être occupé d'eux. Mais évidemment, elle souhaite reprendre contact. Évidemment, répéta Elna, la tête bourdonnante. C'est normal. Quand pourrions-nous organiser la visite ? Demain ? Ça ira, oui, fit Elna, se rendant compte que tout devenait terriblement concret. Une fois l'appel terminé, Elna resta face à la fenêtre, observant la ville s'éveiller. Comment annoncer cela aux enfants ? Sophie était persuadée que sa mère ne reviendrait jamais. Ben et Oliver s'étaient habitués à cette nouvelle réalité où Elna était leur protectrice. Elle aperçut soudain Sophie, debout dans l'embrasure de la porte de la chambre, la regardant. « Il s'est passé quelque chose de grave ?» demanda la fillette, toujours perspicace. Elna prit une profonde inspiration, il méritait la vérité. « Ce n'est pas exactement grave, Sophie. C'est une nouvelle inattendue. Allons réveiller tes frères, et je vous expliquerai à tous ensemble, d'accord ?» Quelques minutes plus tard, réunis dans la cuisine pendant qu'Elna préparait le petit déjeuner, elle chercha les bons mots. « Vous vous souvenez qu'on a dit que la vie réserve parfois des surprises ?» Les enfants acquiescèrent, la regardant avec curiosité. « J'ai reçu une nouvelle très surprenante ce matin, à propos de votre maman. » Le bruit du couvert de Sophie tombant dans son assiette résonna. « Ils l'ont retrouvée ? Elle est vivante ?
Elle est à l'hôpital, ici en ville, expliqua Elna. Elle a eu un grave accident le jour où elle est partie chercher du travail. Elle a été blessée et n'arrivait plus à se souvenir de qui elle était. Quand sa mémoire est revenue, la première chose qu'elle a voulu, c'était vous retrouver. Sophie cligna des yeux, comme si elle ne comprenait pas. Ben, la bouche pleine de céréales, semblait perplexe, tandis qu'Oliver, trop jeune pour saisir la portée de l'événement, continuait à manger sans se douter de rien. Mais elle est partie, balbutia Sophie. Elle nous a laissés. Pas volontairement, ma chérie. Elle a eu un très grave accident et ne pouvait pas revenir. On va la voir ? Demanda Ben. Oui, dit Elna, le cœur serré. Demain, on ira à l'hôpital pour la revoir. Sophie resta étrangement silencieuse, son visage reflétant un tourbillon d'émotions, espoir, confusion, crainte. Est-ce qu'elle va se souvenir de nous ? Finit-elle par demander d'une voix tremblante. Elna sentit son propre cœur se serrer. C'était impossible à prédire. On le découvrira ensemble, dit-elle doucement, prenant la main de Sophie dans la sienne. On va affronter ça tous ensemble, comme on l'a toujours fait. L'hôpital municipal sentait le désinfectant et les médicaments, ce qui retournait l'estomac d'Elna. Ou peut-être n'était-ce que son angoisse à l'idée de ce qui allait se passer. Sophie, d'ordinaire si bavarde, était totalement muette, serrant la main d'Elna avec une force surprenante. Ben se tenait tout près de l'autre côté, tandis qu'Oliver, installé sur la hanche d'Elna, jouait avec la fermeture éclair de sa veste, sans se douter de la tension ambiante. Diane, l'assistante sociale, les attendait dans le hall avec une psychologue pour enfants, chargée d'aider lors de la réunification. « Prêt ?» demanda doucement Diane. Elna regarda Sophie, qui inspira profondément et hocha à peine la tête. « Nous le sommes, répondit-elle pour tous. » Ils avancèrent dans les couloirs blancs jusqu'à la chambre 418. Diane frappa doucement avant d'entrouvrir la porte. « Mélissa ? Ils sont là. » Elna sentit Sophie lui broyer la main. Ben se cacha à moitié derrière elle, tandis qu'Oliver observait tout avec curiosité depuis ses bras. La femme alitée avait l'air frêle, le visage pâle encadré de cheveux bruns semblables à ceux de Sophie. Lorsqu'elle croisa le regard des enfants, ses yeux s'emplirent immédiatement de larmes. « Mais bébé, murmura-t-elle, la voix étranglée par l'émotion. À un moment, personne ne bougea, comme si le temps s'était figé. Puis Sophie fit un pas hésitant, sans lâcher la main d'Elna. « Maman ?» dit-elle, mêlant espoir et incertitude. Sophie, sanglota Mélissa, tendant les bras vers elle, les larmes coulant sur ses joues pâles. « Ma courageuse Sophie !» La fillette avança encore, entraînant Elna avec elle, refusant clairement de la lâcher. Ben, lui, gardait ses distances, tandis qu'Oliver observait la scène d'un air intrigué. « Vous avez tous grandi, dit Mélissa en pleurant. Ben, mon grand garçon. Et Oliver, mon petit, tu as tellement grandi. » Elna observait ses retrouvailles, un tourbillon d'émotions la submergeant. C'était bouleversant, cette mère retrouvant les enfants qu'elle croyait perdus. Mais une partie d'elle se sentait aussi dévastée, car elle avait l'impression qu'on lui arrachait quelque chose. « Je croyais que tu étais parti pour toujours, » souffla Sophie, d'une voix à peine audible. « Comme papa. » Le visage de Mélissa se crispa de douleur. « Non, ma chérie. Je ne vous aurais jamais quitté volontairement. J'ai eu un terrible accident et je ne me souvenais plus de qui j'étais. Quand mes souvenirs sont revenus, tout ce que je voulais, c'était vous retrouver. On était tout seuls, continua Sophie, d'une voix frêle mais ferme. J'ai essayé de m'occuper de Ben et d'Oliver, mais c'était vraiment dur. » Mélissa tendit la main et effleura la joue de Sophie. « Je suis tellement désolée, mon amour. Je n'aurais jamais voulu ça. Vous n'auriez pas dû vivre ça. Aucun de vous. » Ben finit par s'approcher, tout en jetant des regards vers Elna pour se rassurer. « Tu vas guérir ? » « Oui, mon chéri, » répondit Mélissa en souriant à travers ses larmes. « Je vais guérir, et on sera de nouveau ensemble. » Elna sentit une pointe au cœur, de nouveau ensemble, la famille réunie, comme cela devait l'être. C'était ce que tout enfant mérite, vivre avec la mère qu'il aime. Pourtant, elle avait envie d'hurler. Sophie leva les yeux vers Elna, un regard mêlé de gratitude et de peur. Elna tenta un sourire rassurant, même si elle savait que son visage devait trahir sa propre angoisse. La visite dura près d'1 heure. Peu à peu, les enfants se détendirent. Ben vint plus près, même s'il jetait toujours des coups d'œil à Elna pour s'assurer de sa présence. Oliver, curieux, laissa Mélissa lui tenir la main, même s'il ne la reconnaissait pas vraiment. Sophie, elle, resta dans un entre-deux prudent, répondant aux questions de sa mère, l'écoutant raconter son accident, mais sans lâcher la main d'Elna.
J'ai attendu si longtemps, dit Sophie à un moment, des larmes voilant enfin son regard. Mais je croyais que tu ne reviendrais jamais. Comme papa. J'y serais revenu si j'avais pu, répondit Mélissa la voix brisée. Vous êtes ma vie. Je vous promets de ne plus jamais vous quitter. Elna sentit sa gorge se nouer, partagée entre la joie de voir la famille se retrouver et la crainte viscérale de devoir leur dire adieu. Quand Diane suggéra de mettre fin à la visite, Elna ressentit à la fois un soulagement et une terreur. Ce n'est que la première étape, expliqua Diane en sortant de la chambre. Il y aura une période de transition, avec des visites régulières, avant qu'une décision définitive ne soit prise. Le bien-être des enfants reste notre priorité absolue. Elna hocha la tête, tentant de se rassurer. Au moins, il n'y aurait pas de séparation brutale. Mais la peur était là, grandissante. Ce soir-là, après avoir couché Ben et Oliver, Elna trouva Sophie sur le balcon, regardant les lumières de la ville. « Je peux m'asseoir avec toi ?» demanda-t-elle. Sophie acquiesça, se poussant pour lui faire de la place sur le banc. Elles restèrent silencieuses quelques minutes, contemplant la ville éclairée. « Je suis confuse », avoua finalement Sophie, d'une toute petite voix. « Moi aussi », reconnut Elna. « C'est beaucoup d'un coup, n'est-ce pas ?» Sophie hocha la tête. « J'étais contente de voir maman, mais j'ai peur. Peur que tout change encore, peur de devoir te quitter. » Elle se tourna vers Elna, les yeux brillants. « Si maman revient, est-ce que toi, tu vas disparaître aussi ?» Cette question toucha Elna en plein cœur. Elle prit doucement les mains de Sophie. « Jamais, répondit-elle, en parlant avec tout le sérieux du monde. Même si les choses changent, même si vous retournez vivre avec ta maman, je serai toujours là pour vous. Je te le promets. » Sophie resta un instant silencieuse, comme pour peser la sincérité de ses mots, puis elle se blottit contre Elna qui l'entoura de ses bras. Ensemble, elles regardèrent les rares étoiles visibles à travers les lumières de la ville. L'avenir était incertain, rempli de changements et d'ajustements qu'Elna n'arrivait pas encore à imaginer. Mais une chose était sûre, l'amour qu'elle portait à ses 3 enfants était réel et durable. Quoi qu'il arrive, il faisait désormais partie de sa vie et elle de la leur. Ce n'était pas la fin qu'elle avait imaginée, pas exactement, mais peut-être le début d'une autre histoire tout aussi belle. Mélissa, ayant recouvré la mémoire, était un miracle. Les enfants, retrouvant la mère qu'ils aimaient, une bénédiction. Et Elna, ayant découvert un sens à sa vie, une famille élargie et une capacité d'amour insoupçonnée, vivait sa propre transformation. Alors qu'elle serrait Sophie sous le ciel nocturne, Elna comprit qu'elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux que toutes les fortunes matérielles, une véritable connexion humaine, celle qui comble enfin le vide qu'elle portait depuis si longtemps.